Chapitre 11. De ce qui arriva à Don Quijote avec des chevriers. Don Quijote reçut son accueil des chevriers et Sancho, après avoir installé son âne et Rocinante du mieux qu'il put, se laissa guider par le fumet qu'exhalaient quelques quartiers de chèvre cuisant dans une marmite. Il s'apprêtait à vérifier qu'il était en état de passer dans son estomac, mais les chevriers lui évitèrent cette peine. Ils ôtèrent la marmite du feu, étalèrent sur le sol des peaux de mouton, dressèrent rapidement leur table rustique et invitèrent de bon cœur leur hôte à partager leurs provisions. Ils s'assirent en rond, tous les six autour des pots, non sans avoir fait à Don Quijote l'insigne honneur de lui proposer pour siège une auge renversée. Notre chevalier s'y installa, tandis que Sancho restait debout pour lui passer la coupe creusée dans une corne. Afin que tu reconnaisses, Sancho, lui dit alors son maître, l'excellence de la chevalerie errante, et sache que ceux qui appartiennent à cet ordre, à quel grade que ce soit, ne peut manquer de mériter rapidement la considération et le respect. Je veux que tu t'assoies à mes côtés, en compagnie de ces braves gens, et que tu ne fasses qu'un avec moi, qui suis ton seigneur et maître, que tu manges dans mon plat, et que tu boives ce que je boirai, car on peut dire de la chevalerie errante, comme de l'amour, qu'elle nous rend tous égaux. Grand merci, répondit Sancho. Moi, je dois vous avouer, monsieur, que moi, du moment que j'ai de quoi manger, j'aime autant manger debout en prenant mes aises qu'assis à côté d'un empereur. Et pour tout vous dire, je préfère un bout de pain et un oignon que je mangerai dans mon coin, sans faire des manières, à toutes les dindes et autres volatiles qu'on pourra me servir à une table où je serai obligé de mâcher lentement, de boire à petits coups, de m'essuyer à chaque instant, sans pouvoir éternuer ou tousser, s'il m'en vient l'envie, ni faire autre chose qu'on peut se permettre dans la solitude et la liberté. Alors, s'il vous plaît, monsieur, toutes ces faveurs que vous voulez m'accorder, parce qu'en étant votre écuyer, je deviens un membre de la chevalerie errante, changez-les-moi pour autre chose qui me soit plus utile et profitable. Je suis très flatté de l'honneur que vous me faites, mais j'y renonce dès à présent et jusqu'à la fin du monde. Cela ne doit pas t'empêcher de t'asseoir à côté de moi. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Et le saisissant par le bras, il le força à lui obéir. Les chevriers ne comprenaient rien à ce jargon d'écuyer et de chevalier errant, et se contentaient de manger sans dire mot, en regardant leur hôte qui, avec bonne humeur et appétit, engloutissait des morceaux gros comme le poing. Quand toute la viande fut terminée, ils étalèrent sur les pots un gros tas de glands et une moitié de fromage plus dur que du mortier. Pendant ce temps, la corne ne restait pas oisive, elle passait et repassait à la ronde, tantôt vide, tantôt pleine, comme un godet de noria, si souvent qu'elle vint sans peine à bout d'une des deux autres qu'il y avait là en évidence. Quand Don Quijote eut pleinement satisfait son estomac, il prit une poignée de glands et, les considérant avec attention, s'écria: Heureuse époque, siècle béni que les anciens ont nommé l'âge d'or, et non point parce que ce métal tant estimé en ce siècle de fer qu'est le nôtre se trouvait facilement, mais parce que ceux qui vivaient alors ignoraient le sens de ces deux mots, tien et mien. En ces temps bénis, tout était commun à tous. Pour trouver sa nourriture, il suffisait à l'homme de lever la main pour cueillir des fruits doux et savoureux que l'échelle robuste lui tendait gracieusement. Les sources claires, la rivière rapide lui offraient, dans une généreuse abondance, une eau transparente et pure. Aux fentes des rochers, au creux des troncs, s'établissaient les abeilles laborieuses, abandonnant au premier venu, sans rien exiger en retour,
leur fertile et délicieuse récolte, le chêne liège se dépouillait sans autre incitation que la courtoisie de son écorce légère. C'est elle qui servit à couvrir les premières cabanes érigées sur les pieux grossièrement taillés pour que l'homme pût se défendre des inclémences du ciel. Tout n'était que paix, harmonie et concorde. Le soc pesant et courbe de la charrue n'osait encore ouvrir et fouiller les entrailles bienfaisantes de notre mère originelle, qui, sans y être forcée, offrait toutes les ressources de son sein, vaste et fécond, pour satisfaire, pour nourrir, pour réjouir ses enfants. Alors les chastes et jolies bergères s'en allaient de vallée en vallée et de colline en colline, chevaux en vent, juste assez vêtues pour couvrir ce que la pudeur exige, et a toujours exigé que l'on tienne couvert. Elles ne cherchaient pas, comme aujourd'hui, à rehausser leur toilette de pourpre, de tire, de soie ou de brocart, mais de vertes feuilles de bardane, entrelacées à du lierre. Et elles étaient sans doute tout aussi richement et élégamment parées que le sont nos dames de cour, avec ces étranges artifices qui leur suggèrent l'oisiveté et la coquetterie. Alors les sentiments amoureux s'exprimaient aussi simplement que l'âme les avait conçus. Nul tour recherché, nul embellissement superflu. La vérité et la sincérité n'étaient à craindre, ni la foudre, ni la fourberie, ni la malice. La justice remplissait sa fonction, sans être menacée par l'intérêt et la faveur qui la persécutent et la déshonorent si fréquemment de nos jours. Les juges ne se laissaient point guider par la loi du bon plaisir, car il y avait alors rien ni personne à juger. Les jeunes filles à l'innocence marchaient de compagnie, la tête haute, comme je l'ai dit plus haut, sans avoir à redouter les assauts de l'effronté, ni l'audace du lascif. Et elles ne pouvaient imputer leur perte qu'à leur propre vouloir et à leur seul désir. En ces temps détestables où nous vivons, aucune n'est plus en sûreté, fût-elle enfermée dans un nouveau labyrinthe de crête. Par le plus petit interstice, l'air qu'elles respirent leur apporte la pestilence de l'amour avec ses infâmes galanteries et sollicitations qui leur font abandonner toute pudeur. C'est pour les protéger contre la méchanceté sans cesse croissante de l'homme qu'on a institué l'ordre des chevaliers errants, défenseurs des jeunes filles, protecteurs des veuves, secours des orphelins, soutien des humiliés. C'est à cet ordre que j'appartiens, mon cher ami, mes chers amis, et je vous remercie du bon accueil que vous nous faites, et moi et mon écuyer. Il est juste que tous ceux qui vivent sur la terre aient l'obligation d'assister les chevaliers errants. Mais vous, ignorants à qui vous aviez affaire, vous m'avez cependant si bien reçu, que je me dois à mon tour de vous témoigner ma gratitude. Cette longue errance dont il aurait bien pu se dispenser, notre chevalier le prononça parce que les Glands lui avaient rappelé l'âge d'or, et il débita ce beau discours à l'intention des chevriers qui l'écoutèrent sans dire mot, bouche bée. Sancho non plus ne disait rien, il se contentait de manger des glands et de faire de fréquentes visites à la seconde outre, que l'on avait pendue à un chêne-liège pour garder le vin bien frais. Don Quixote avait été plus long à parler que le repas à s'achever. Quand il eut terminé, un des chevaliers lui dit « Monsieur le chevalier, pour vous donner raison et vous démontrer une fois de plus notre désir de vous plaire et de vous servir, nous allons demander à un de nos compagnons qui ne va pas tarder à venir de chanter. C'est un jeune berger, très beau parleur et très amoureux. Il sait lire et écrire et il joue de la viole à faire pleurer les pierres. » À peine le chevrier avait-il achevé sa phrase qu'on entendit le son d'une viole et presque aussitôt parut celui qui en jouait, un jeune homme d'environ 22 ans, fort aimable d'aspect. Ses compagnons s'assurèrent qu'il y avait dîné, puis le chevrier reprit. « Fais-nous le plaisir, Antonio, de chanter quelque chose pour montrer à notre hôte que même dans la forêt et la montagne, on trouve des gens qui savent un peu de musique. Nous lui avons vanté les talents et ne voulons pas passer pour des menteurs. Assieds-toi et chante-nous. S'il te plaît, ce poème que ton oncle, celui qui est prêtre, a composé sur tes amours et qui a beaucoup plu aux gens du village. » Très volontiers, répondit le jeune homme.
Et sans se faire prier davantage, il s'assit sur la souche d'un chêne et accorda sa viole, et d'une voix fort agréable chanta ce qui suit. Ouais, moi, je vais pas chanter. Ouais, je tiens juste là. Alors, je sais, Eulalie, que tu m'aimes, bien que tu me l'aies pas dit. L'amour honnête aux yeux même de se déclarer interdit. Sachant que tu connais ma flamme, et qu'à la tienne je me brûle, de ton amour je me réclame, et devant rien je ne recule. Bien que te voyant si sévère, quand je te montre mon émoi, et toi mon cœur toujours espère, avec conserve entière sa foi. Aussi par-delà tes froideurs, tes cruautés de fille honnête, quand je vois poindre tes ardeurs, aussitôt ma passion s'apprête. Et malgré ton indifférence, car ton regard est un impôt, je sens refleurir l'espérance de connaître des jours plus beaux. Quand l'amant va servir sa dame et lui montrer sa courtoisie, un seul sourire et une flamme pour sa passion assouvie. Malgré tes dédains et tes refus, tu ne peux toujours ignorer les hommages que j'ai rendus à ta glorieuse beauté. Si tu m'as jamais regardé, tu auras vu plus d'une fois que pour toi je suis habillé en dimanche, les jours du mois. Voilà, comme l'amour et l'élégance vont toujours de pair à tes yeux pour exalter mon espérance, je peux me montrer gracieux. J'abandonne les sérénades qui t'ont empêché de dormir, les vers, les chansons, les ballades que j'ai fait pour te divertir. N'oublie pas tous les compliments dont j'ai encensé ta beauté, qui m'ont valu bien des tourments, des autres que j'ai méprisés. Un jour parlant à ta louange, à Thérèse du Bérocal, qui croit-elle aimer un ange, aime une guenon qui fait mal. Un jour parlant à ta louange. Ce n'est que beauté contrefaite, faux cheveux que l'on porte bien, ces hypocrites amulettes trompent l'amour ne valent rien. Mon incroyance la fâcha, son cousin va me défier, tu sais ce qui en résulta et ce qui fit pour gagner. Mamie, je pense à toi sans cesse, et toujours dans un bon dessein, je ne te veux point pour maîtresse, car je vais demander ta main. Les liens de l'église sont doux, son joug très tendre et très léger. Si tu viens te mettre dessous, moi-même pourrais m'y ranger. Si tu refuses de m'aimer et d'accéder à mon dessein, je jure alors de m'exiler, d'aller me faire capucin. Alors, le chevrier cessa de chanter, Don Quichotte se pressa de continuer, mais Sancho s'y opposa, car il avait davantage envie de dormir que d'écouter des chansons. Il me semble, monsieur, que le moment est venu de choisir un endroit où passer la nuit. Et puis, dites-vous qu'avec le métier qu'ils font, ces braves gens ne peuvent pas se permettre de passer leur nuit à chanter. Si j'ai bien compris, Sancho, tes visites répétées à l'outre t'ont rendu le sommeil plus nécessaire que la musique. Et je ne suis pas le seul, grâce à Dieu. Je le reconnais. Arrange-toi donc comme tu voudras pour moi, je suis mieux à veiller qu'à dormir. Auparavant, Sancho, je voudrais que tu me penses à nouveau cette oreille qui continue à me faire souffrir plus que de raison. Sancho fit ce qu'on lui commandait, mais un des chevriers, voyant la blessure, dit à son hôte de ne pas s'inquiéter, car il connaissait un moyen de la guérir rapidement. Il allait cueillir quelques branches de romarin qui poussaient à foison dans ces parages. Il les mastiqua, les mélangea avec un peu de sel, et lui appliqua cette pâte sur l'oreille, l'assurant qu'il n'aura pas besoin d'autre remède. Il ne se trompait point. Fin du chapitre 11.